Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La guerre Ukraine-Russie, débat et vote non contraignant, je précise, à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Question simple, voterez-vous l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine? Oui, je voterai cet accord. Nous avons un devoir de solidarité avec l'Ukraine parce que l'Ukraine a été agressée. L'Ukraine défend sa liberté. Le peuple ukrainien est extraordinairement courageux dans ce combat. Donc il faut le soutenir. Après, je l'ai dit à l'Élysée, on voit bien que derrière tout ça, derrière ce vote, derrière les discours, les prises de position un peu irresponsables du président de la République, il y a une stratégie électorale à la veille des européennes. Et je regrette que sur un sujet aussi grave, le président de la République en ait fait un simple moyen de campagne électorale, comme on l'a vu de façon un peu ridicule et, je dirais, de façon un peu indigne samedi à Lille. Alors, Éric Ciotti, dans cet accord est prévu le soutien de la France, je dis bien le soutien de la France, à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Vous soutenez cette idée? Non. Je ne soutiens pas cette idée. Vous votez l'accord, alors que l'accord prévoit que la France soutiendrait l'entrée de l'Ukraine dans l'UE et l'OTAN. Dans l'accord, il n'y a pas cet engagement. De la France, il y a un engagement sur une aide logistique et militaire. C'est ce que nous soutiendrons. Je ne suis pas favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. On voit bien aujourd'hui, alors le processus a été lancé, il peut durer des décennies. Il faut naturellement qu'on ne ferme pas la porte de la solidarité à l'Ukraine, mais il faut imaginer un statut à part aux côtés de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne déstabiliserait ne serait-ce que toute notre filière agricole qui n'y survivrait pas. L'enjeu, ce serait la fin de la politique agricole commune de l'Europe. Nous avons des régimes, des situations économiques qui sont totalement incompatibles aujourd'hui. Donc cette entrée, peut-être dans des années, on pourrait la concevoir. Aujourd'hui, elle n'est pas mûre et personnellement, je n'y suis pas favorable. Alors, Emmanuel Macron comprend parfaitement que la défense de l'Ukraine, c'est la défense de l'Europe et de la France, a dit hier le président ukrainien Zelensky. Tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français, a-t-il dit. Réponse, donc pas de soldats français. Tout ce qui a été dit était faux, si j'ai bien compris. Pas de soldats français allant combattre sur le terrain face aux Russes sur le territoire ukrainien. Tout ça, c'est du bidouillage politicien électoral. C'est assez médiocre. Mais des deux côtés, pardon, parce que médiocrité du président de la République, médiocrité de l'opposition qui tout à coup s'est engagée dans la brèche ouverte en disant « nous allons envoyer nos soldats en Ukraine combattre les Russes ». En tout cas, nous n'avons jamais dit ça et je suis radicalement opposé à la présence de troupes françaises sur la ligne de front, de combattants, de régiments d'artillerie et de français. Soutien, et de soutien de démineurs ou de... C'est une autre affaire, mais pour l'instant, je pense que nous devons être aux côtés des Ukrainiens avec un soutien militaire, logistique. Je note, et vous avez vu, dans cette affaire, Emmanuel Macron a été terriblement isolé. Plan national, mais beaucoup plus grave. Au plan international, aucun dirigeant occidental n'a apporté le moindre soutien. Ça c'est faux. Les Allemands, le président tchèque, oui. et d'autres encore, pardon. Peut-être, mais pas les États-Unis. Non, pas les États-Unis. Qui sont les principaux soutiens, pas les Britanniques, qui sont le second soutien, pas les Allemands, qui sont nos partenaires. Les mots qui ont été tenus sont des mots très durs. Donc cette position, elle a isolé la France et cet isolement, il est dangereux parce que derrière tout ça, quelle est la crédibilité de la parole française? Vous savez, on a le président de la République qui va en Tchécoslovaquie dire dénoncer les lâches. Donc en gros, les lâches, ce sont les... Qui sont les lâches d'ailleurs? Dans son esprit, on pouvait comprendre que c'était les Allemands, que c'était les autres. Et c'est peut-être des politiciens français. Non, je pense qu'il parlait de nos partenaires. D'accord. Il parlait de nos partenaires. Quand on regarde les moyens, l'aide à l'Ukraine, ce qui est concret, parce que
M. Macron aime bien le virtuel, mais ce qui est important, c'est l'action, pas les paroles. Quand on regarde les chiffres, qui aide le plus l'Ukraine? L'Allemagne, la Grande-Bretagne, quelquefois 20 fois plus que nous. Il y a un institut allemand qui a chiffré l'aide française, c'est le Kiel Institute. Alors, je dis tout de suite que c'est contesté par la France, mais néanmoins, j'ai lu très précisément leurs calculs, il me paraît assez sérieux. L'aide française, on nous dit aujourd'hui, c'est un peu plus de 3 milliards depuis le début du conflit, ça serait 600 millions d'euros. On est à plus de 10 milliards et 20 milliards pour l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Donc tout ça n'est pas très crédible. On donne des leçons et on est moins vertueux. Mais vous votez pour une aide à l'Ukraine. Hein. Oui, vous dites qu'il faut continuer à aider l'Ukraine. Très clairement, parce que nous sommes dans le camp des nations qui se battent pour la démocratie, pour la liberté. Il y a un pays qui a été agressé, il y a un pays qui est agresseur. Et aujourd'hui, la défense de ce pays est importante et notre devoir est de le soutenir. Alors, je vous dis ça parce que, puisque vous parliez de l'Allemagne, qui veut la paix prépare la guerre, la Russie doit perdre la guerre, à défaut, c'est toute l'Europe qui la perdra. Vous savez qui dit cela? C'est le chef de l'opposition allemande, le leader de la CDU, votre allié, Friedrich Merz. Mais on est sur la même ligne. Vous êtes sur la même ligne. On est sur la même ligne, très, très clairement. Pour cela, c'est important d'apporter ce soutien. Alors, mais au-delà des mots, au-delà des provocations, faisons-le plus concrètement et plus sérieusement. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour l'avenir? Imaginons l'élection de Donald Trump. Vous avez vu ce qu'a dit aussi le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui vient de rencontrer Donald Trump. Il a dit « Trump ne donnera pas un centime à l'Ukraine ». Il vient de le rencontrer. Ça veut dire que si Trump est élu, l'Europe va se retrouver seule à soutenir l'Ukraine. Écoutez, je ne fais pas de politique fiction. Non, mais... Voilà, parce que sur la politique étrangère... vous avez raison. Trump a été souvent beaucoup plus ferme que n'a l'a été Biden, qui a donné un extraordinaire signal de faiblesse à la Russie en quittant l'Afghanistan, notamment. Ça a été un des premiers signaux envoyé. Il a laissé entendre aussi qu'il n'y aurait pas de réaction. Donc voilà, soyons prudents dans les interprétations géopolitiques. On verra si M. Trump est élu. Et je ne suis pas certain que le scénario annoncé soit écrit d'avance. Le Rassemblement national s'abstiendra ce soir, ça vous surprend? C'est ambigu ou c'est... C'est son choix. On ne choisit pas. Il y a une forme... Oui, on choisit l'abstention. L'abstention, c'est une forme d'ambiguïté. Par nature, on voit bien que dans ce débat, le RN est gêné. Gêné par quoi? Gêné par ses prises de position passées. Voilà, on voit bien même à l'intérieur que les positions entre Madame Le Pen, et M. Bardella sont pas forcément similaires. Ah bon? En tout cas, il y aurait dissension, selon vous, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella? Nous verrons bien, la suite nous le dira, mais j'ai senti quand même que sur ces sujets, il n'y avait pas une harmonie totale. Bien, à propos du RN, le Conseil d'État confirme que le Rassemblement national doit bien être classé à l'extrême droite. Ça vous surprend ou pas? C'est logique. Le Conseil d'État se mêle aujourd'hui de choses qui, à mon avis, ne le concernent pas, ne le regardent pas. Il y a une immixtion de la juridiction administrative dans le champ politique et des libertés publiques qui est de plus en plus insupportable. Ce n'est pas au Conseil d'État de classer, je pense, les partis. Ça, c'est dans des régimes autoritaires. Moi, j'ai été très choqué par la prise de position du Conseil d'État sur la liberté de la presse, sur l'injonction à l'Arcom de regarder la ligne éditoriale. C'est une vraie dérive. Il y a une décision du Conseil d'État aussi sur nos frontières qui supprime quasiment le contrôle à nos frontières intérieures. Je le vis dans mon département des Alpes-Maritimes. C'est une décision dont on a peu parlé, mais qui a des conséquences quotidiennes extrêmement graves et qui prive notre pays de capacité de gérer les politiques migratoires, de contrôler les frontières. C'est ça dont il est en jeu. Donc, le Conseil d'État, aujourd'hui, prend des positions qui
me paraissent de plus en plus surprenantes et qui sont, allez, on va le dire, très inspirées aussi par une domination idéologique de gauche. Alors, nous allons parler de l'aide à mourir et ensuite des finances publiques et de votre référendum sur l'immigration, Éric Ciotti. Mais un mot encore, Jordan Bardella ne participera pas au premier débat des européennes. Est-ce qu'à vos yeux, il se défile? Les autres sont des parfaits inconnus, justifie Sébastien Chenu. Je crois qu'il faut participer au débat à la veille d'une élection importante. Il faut que les Français ne se décident pas sur des slogans, sur des images, sur des costumes, mais sur des convictions, sur des idées, sur des projets, sur un bilan aussi. Sur un bilan aussi. Il se défile en ne participant pas? Je pense qu'il craint le débat. Il craint notamment le débat sur ce qui a été fait, sur ce qui a été voté au Parlement européen. Nous allons dans ce débat avec François-Xavier Bellamy, avec conviction, parce que nous avons la certitude d'un bilan de qualité. Tout ce qui a été fait au Parlement européen, notamment pour la défense d'un modèle agricole, pour la défense de notre identité, pour l'autonomie énergétique, ce sont les Républicains. On était peu nombreux, malheureusement. Le RN était plus nombreux, il y avait plus de députés, mais à quoi ont-ils servi? Toutes les grandes inflexions qui ont été portées à une vraie dérive, un vrai dérapage, notamment de la Commission et de Madame von der Leyen, c'est autour de François-Xavier Bellamy que ces garde-fous ont été posés. Quand on installe un mécanisme aux frontières externes de l'Europe pour taxer les produits importés qui nuisent à l'environnement, ce sont les Républicains. Quand on essaie de réformer le marché européen de l'énergie, ce sont les Républicains. Quand on s'oppose au délire écologiste de M. Canfin et de M. Macron, qui sont la source de la colère des agriculteurs, c'est M. Bellamy. Voilà, tout ça, il faudrait que M. Bardella puisse en parler, parce que son bilan, naturellement, il ne peut pas dire la même chose sur ce qui a été fait, c'est-à-dire pas grand-chose, voire rien, au Parlement européen. Alors, en mai, à l'Assemblée nationale, sera débattu le projet de loi pour une aide à mourir. Je résume pour que tout soit clair. Un patient pourra demander cette aide à mourir s'il est majeur, capable d'un discernement plein et entier, atteint d'une pathologie incurable, avec pronostic vital engagé, à court ou moyen terme, et subissant des souffrances qu'on ne peut soulager. Voterez-vous cette légalisation de l'aide à mourir? Je ne sais pas. À ce stade, la question est grave. Elle me pose des questions personnelles, d'ailleurs, dans mon histoire personnelle, dont je n'ai pas parlé, mais qui est au cœur de ma vie aussi. J'ai un immense doute. J'entends l'attente de beaucoup de familles qui sont dans la douleur, qui souffrent. J'entends les messages aussi de ces personnes en immense souffrance, en fin de vie, qui ont le droit de disposer de leur vie. C'est un droit. Et puis, j'entends les réserves aussi de dire, est-ce que c'est à la société d'organiser, parce qu'on se cache derrière les mots, mais derrière tout cela, il y a de l'euthanasie et il y a du suicide assisté. Les mots n'ont pas été prononcés, mais les actes... L'euthanasie, c'est pas tout à fait pareil. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Actes, c'est mettre fin au jour de quelqu'un avec ou même sans son consentement final. C'est pas tout à fait pareil. Là, il y a le consentement, mais on peut demander à des médecins. D'ailleurs, vous avez vu, il y a eu hier un communiqué d'associations qui représentent 800 000 soignants qui faisaient part de leur très ferme opposition à cette disposition, en disant ce n'est pas le rôle des soignants de mettre fin à la vie. Au contraire, un soignant est fait pour donner, pour garantir justement cette espérance de vie, pour progresser. Mais l'équipe médicale aura 15 jours pour rendre un avis collectif sur le choix du patient qui va demander. C'est très bref. Qui va demander. Si l'avis est favorable, le patient aura à sa disposition un produit létal. Il y a 2 délais, 2 jours pour saisir de la part de la personne qui se concernait une équipe médicale, et 15 jours pour l'équipe médicale pour se prononcer. C'est extrêmement grave. Voilà, moi, c'est un sujet très lourd de conséquences. Là aussi, je dis, comme pour l'Ukraine, excusez-moi de faire cette liaison, mais aussi un peu comme sur l'IVG,
Voilà. Je crains que tout ça soit des sujets très graves, très lourds de conséquences, qu'on instrumentalise à la veille des élections européennes. Ça fait tout de même 2 ans qu'on en débat. On vient de modifier le calendrier de l'Assemblée nationale pour inscrire le texte à 2 semaines des élections européennes. Donc on voit bien la motivation un peu cynique qu'il y a derrière tout ça sur un sujet qui est très grave et qui pose des questions de conscience. Je crois que c'est pas... En tout cas, moi, je n'inviterai pas ma famille politique à prendre une position... parce que d'abord, elle ne sera pas unanime, comme pour les autres familles politiques. Donc vous laisserez chaque député libre de voter selon sa conscience. Comme sur l'IVG. Oui. Moi, j'ai voté pour l'introduction de l'IVG dans la Constitution. J'ai vu. Dès l'Assemblée nationale. Oui. Je l'ai fait au Congrès, naturellement, mais en première lecture... dans la seule lecture que nous avons eue à l'Assemblée nationale, je l'ai voté. Ça fait partie, je dirais, de la conscience de chaque parlementaire. Ce sont des sujets qui touchent à l'intime, qui touchent au personnel, qui touchent aux libertés. Il y a naturellement, c'est un principe dans notre famille politique, on n'est pas une caserne. Bon, des fois, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de discipline, mais ça fait partie aussi de la force de notre famille politique. Mais sur des sujets comme cela, je crois que la liberté qui fait appel à ce qu'on a de plus intime, à son histoire familiale, à son histoire personnelle, à ses croyances pour certains, à ses non-croyances pour d'autres, voilà, fait que ça doit être une construction personnelle. Et à ce stade, je vous fais part personnellement de mon immense doute. Voilà, c'est peut-être pour un responsable politique, ça peut être contesté, mais personnellement, sur ces sujets, j'ai un grand doute. Record à la hausse à la bourse. Profit record des entreprises du CAC 40 et parallèlement, l'économie française commence à vraiment s'essouffler. Alors, débat ouvert, une taxe sur les super profits, sur les rachats d'actions est-elle indispensable ? Non, je ne crois pas. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui contestent le fait que des entreprises se portent bien. Voilà, on est dans une économie où l'emploi de très grandes entreprises, où l'emploi, mais toutes, parce que derrière les entreprises se portent bien. Derrière les très grandes entreprises, il y a des petites, il y a des aussi, PME, il y a des sous-traitants, il y a des ETI, qui se portent il y a bien, des PME. Donc, c'est naturellement positif que les entreprises aient des résultats qui sont eux-mêmes positifs. Donc, je ne ferai pas partie de ceux qui critiquent. Après, je pense qu'on a un problème de pouvoir d'achat très fort dans notre pays. Et pour moi, c'est un enjeu essentiel. Je crois que face à ce pouvoir d'achat faible, trop faible, il y a beaucoup de familles qui souffrent. Et on oppose ces deux situations. Des entreprises qui dégagent des bénéfices importants, je le dis très clairement, c'est bien. Et de l'autre côté, des salariés qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, à payer les loyers de plus en plus chers, à faire les courses de plus en plus chères, à remplir le réservoir de la voiture pour aller travailler, pas simplement pour les loisirs, de plus en plus chers. Et là, derrière tout ça, il y a quoi ? Il y a des impôts beaucoup trop lourds, il y a des charges beaucoup trop lourdes et il y a des salaires trop faibles. Donc nous devons travailler à un nouveau modèle global qui fasse en sorte qu'il y ait moins d'impôts, moins de prélèvements obligatoires. On est le pays au monde qui paye le plus d'impôts et on a des services publics face à cela qui sont de plus en plus inefficaces, impuissants. Économie sur la dépense publique, on est bien, j'ai bien compris. Et il faut arrêter, sur la dépense sociale aussi. Et il faut arrêter de financer notre modèle social uniquement sur le travail. Je pense qu'il faut aboutir à un projet économique qui, à la fois, réduise les dépenses publiques, c'est un préalable, 3100 milliards d'euros de dette. On voit bien que tout le monde sonne aujourd'hui l'alerte. Je rigole parce que nous l'avons dit depuis des années. Le président de la Cour des comptes aujourd'hui. Oui, qui a lui-même contribué, M. Moscovici, à charger la barque de façon très lourde. Mais on a 900 milliards d'euros de dette de plus depuis l'élection de M. Macron. Donc, je finis ce raisonnement, moins de dépenses publiques, surtout moins de prélèvements obligatoires. Arrêtons de travailler la moitié de l'année pour l'État. Et au final, plus de salaires. Il faut que les salaires augmentent. Il faut que le salaire
net se rapproche du salaire brut. Donc tout ça doit être, c'est une vraie révolution économique qu'il faut porter, un meilleur partage de la valeur et ces profits des entreprises. Voilà, et les entreprises doivent être accompagnées parce que derrière il y a de l'emploi et c'est l'emploi qui crée la richesse. Mais aussi, il faut penser au salaire. Bien, immigration. 2 questions pour terminer. Immigration, vous déposez aujourd'hui les 187 signatures des parlementaires favorables à un référendum sur l'immigration. Vous attendez quoi maintenant? C'est la première étape. Hein. Oui. Ensuite, il y aura le Conseil constitutionnel. Et puis il faudra 10% du corps électoral. 10% du corps électoral, c'est quoi? 5 millions d'électeurs. C'est énorme. Et nous les aurons. En 9 mois. Nous les aurons. Vous les aurez? Si le Conseil constitutionnel... Oui. Une nouvelle fois ne bloque pas, nous les aurons. En tout cas, ce matin, nous déposerons avec Olivier Marleix et Bruno Retailleau les 190 signatures de parlementaires. 190 signatures de parlementaires républicains. Nous les déposerons. C'est la première étape, le Conseil constitutionnel, de ce processus qui doit enfin permettre aux Français de se prononcer sur l'immigration. Vous savez, l'immigration est un sujet majeur qui préoccupe nos concitoyens parce que derrière tout cela, il y a des modes de vie qui sont changés. 500 000 étrangers accueillis en situation régulière l'année dernière. C'est beaucoup, c'est trop. Pourquoi c'est trop? Parce que nous n'avons plus la capacité à intégrer ces étrangers. Ils arrivent souvent avec leur culture, leur mode de vie. Il y a ce choc des cultures qui pose des difficultés aujourd'hui de coexistence dans certains quartiers. Donc, il y a trop d'immigration. Et depuis des décennies, tout le monde refuse de prendre les vraies décisions. Eh bien, moi, je suis convaincu qu'on ne fera bouger les choses de façon profonde. On a vu les obstacles sur la loi immigration à l'Assemblée, on les a vus devant le Conseil constitutionnel surtout. Il faut que les Français disent s'ils veulent toujours autant d'immigration ou s'ils veulent arrêter. Donc, on a trouvé aujourd'hui un moyen de leur donner la parole. Malheureusement, pas surtout, parce que c'est le cadre constitutionnel. Sur les questions sociales qui ont un lien avec l'immigration, notamment sur le fait de dire que quand on est étranger, est-ce qu'on doit bénéficier dès le premier jour de toutes les prestations sociales, allocation familiale, allocation logement? Nous disons non. Il faut un long délai avant de pouvoir en bénéficier. Et l'AME, qui est une injustice profonde, parce que l'AME, c'est quoi? C'est dire, vous arrivez en France de façon irrégulière, donc vous violez la loi. Vous franchissez illégalement la frontière, vous vous maintenez illégalement sur le territoire et on vous paye vos soins, y compris ceux de confort, à 100%. Alors que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, un petit retraité agricole, ben lui, on ne lui paye pas à 100% ses frais. Et ça, les Français ne peuvent pas le supporter. Et nous voulons leur poser la question, alors que le gouvernement, là aussi, a menti. Il nous avait dit qu'il réformerait l'AME, qu'il y aurait une loi. C'est une promesse. C'est une promesse même écrite. Donc, il y a une parjure. Une nouvelle? Naturellement, non, elle ne sera pas tenue. Parce qu'il n'y a pas de courage sur l'immigration de la part de M. Macron. Aucun courage. On l'a vu. Il a présenté une loi qui se voulait ferme et il a négocié en coulisses avec le Conseil constitutionnel pour qu'elle soit annulée. Tout ça, on voit bien la réalité des choses. J'ai une dernière question. Courte réponse, s'il vous plaît, Éric Ciotti, sur l'autonomie de la Corse. Accord entre le gouvernement et les élus de l'île. Vous approuvez cet accord? L'autonomie, pour moi, n'est pas un gros mot, mais je suis opposé à ce que le pouvoir législatif soit transféré du Parlement français à l'Assemblée territoriale corse. Pas de statut de résident, pas de... Il y a des garde-fous. J'ai vu le texte. Nous verrons le texte. Oui. Nous verrons le texte. J'ai vu j'ai vu la communication du ministre de l'Intérieur cette nuit. Oui. Mais en tout cas, pour nous, la ligne rouge, c'est la transmission, la délégation de ce pouvoir législatif. On ne délègue pas le pouvoir législatif, même si, je le redis, j'entends qu'il y ait cette possibilité d'aller plus loin sur une forme d'autonomie en Corse. Une forme d'autonomie. Alors, il y aura référendum, il y aura réforme constitutionnelle. Là aussi. Il faut qu'il y ait réforme constitutionnelle. Bien. Merci Éric Ciotti d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h57, 0826 300 300.